Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à nous focaliser sur le secteur de la santé à travers ce qu'on appelle les opérations sur capital, les introductions en bourse et la dynamique de fusion-acquisition. Est-ce que ces opérations sont de retour, notamment en Europe? Nous en parlons avec Vincent Meunier, Managing Director Healthcare chez Bryan Garnier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. C'est vous qui me l'avez rappelé en préparant cette interview. Alors, je parle vraiment là du secteur de la santé innovante. Je mets de côté les spin-offs, EuroAPI, etc. La dernière vraie IPO santé biotech en Europe, c'était il y a 2 ans. Exactement. Est-ce que la traversée du désert est en train de prendre fin? On pourrait le penser. Effectivement, c'était il y a 2 ans, Aelis Pharma, février 2022. On était impliqués dans l'opération. D'accord. Et je me souviens, c'était une semaine avant l'invasion de l'Ukraine. Au board, au moment de décider du prix de l'introduction en bourse, on a dû passer la moitié du temps sur l'Ukraine au lieu de la faire. Ouais. On a réussi à faire l'introduction en bourse. Depuis, c'est simple, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, par rapport à votre question, je dirais que après une période effectivement très difficile, on a maintenant des projets qui, de nouveau, sont actifs. Donc, les IPO pourraient de nouveau revenir. On va avoir des tests. C'est-à-dire que sur les différentes géographies européennes, on a des marchés qui ont traditionnellement toujours été un peu plus actifs que d'autres, notamment dans le nord de l'Europe, donc en Scandinavie. On a là-bas, à la fois en Suède et au Danemark, 2 dossiers de biotech pour lesquels une introduction en bourse est possible avant et après l'été. Et en Suisse, un dossier plutôt medtech qui, lui, sera prêt, on va dire, pour la deuxième partie de l'année, voire début 2025. Et c'est vrai qu'on va vraiment regarder ça de près parce que les investisseurs n'ont pas simplement besoin de voir que les IPO sont de retour, mais que l'aftermarket fonctionne bien. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, je dirais que c'est un des 3 thermomètres qu'on a l'habitude, nous, de regarder pour savoir quel est le niveau de sentiment exactement et d'intérêt du marché pour le secteur. Et c'est vrai qu'on est dans une période de recovery, c'est un peu fragile, mais on voit des choses. Mais je crois même que c'est d'autant plus important pour un secteur comme celui des biotech. Moi, je l'ai beaucoup suivi alors, à la grande époque, entre guillemets, au début des années 2010, où on avait une introduction en bourse, je dis chaque jour, mais chaque mois au moins en Europe. Il y a eu pendant une paire d'années comme ça une vague d'introduction biotech en Europe spectaculaire. Les projets étaient tous enthousiasmants, j'ai reçu tous les patrons à l'époque, etc. C'était passionnant de découvrir ce secteur, d'en discuter avec eux. Sauf que, à propos d'aftermarket, comme vous dites, Vincent, on s'est aperçu quelques mois, quelques années après, un cycle après, que franchement, en termes de performance boursière, les résultats avaient été décevants, pour ne pas dire très décevants parfois dans certains cas. Quand vous parlez de tests, là, à l'époque contemporaine de 2024, ça fait partie vraiment des enjeux importants regardés par toutes les parties prenantes qui introduisent ces dossiers? Exactement. Alors, c'est vrai que quand on compare au cycle précédent que vous décrivez, à l'époque, peut-être qu'il y avait, je dirais, des signaux faibles qui n'avaient pas été bien perçus. Peut-être que certaines de ces sociétés, tout simplement, n'étaient pas prêtes à aller en bourse. Et à l'époque, on ne peut pas les blâmer. La difficulté était de trouver du financement privé. C'est ça. Si elles n'allaient pas en bourse, il n'y avait plus de financement à trouver à l'extérieur des marchés publics. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, la situation a un peu évolué, et dans un bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société biotech ou medtech peut trouver davantage de financement plus loin, plus longtemps, et donc se renforcer tant d'un point de vue managérial que gouvernance, que tout simplement aussi capitalisation. Et le moment où elle arrive en bourse, elle est prête. Ce qui veut dire aussi qu'une fois qu'elle est sur les marchés, elle va avoir un meilleur news flow, elle va pouvoir alimenter, on va dire, sa vie sur les marchés de façon un petit peu plus dynamique et solide. Ça a changé. Ouais, je comprends. Effectivement. Après, effectivement, dans le contexte d'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est des sociétés qui, peut-être aussi, sont un petit peu mieux orientées d'un point de vue stratégique, d'un point de vue gestion du court terme versus le long terme. Et donc, ça va être un test. Une fois de plus, voyons comment le reste de l'année 2024 progresse. Mais c'est vrai que c'est un test. Encore une fois,
il y a 6-9 mois, on ne parlait même pas de dossier d'IPO. Oui, je comprends. Oui, la fenêtre est au début peut-être de se réouvrir aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de cette notion de thermomètre. Ouais. Il y a un autre thermomètre important, c'est le M&A. Ah bah bien sûr. Alors le M&A, effectivement, il a toujours été structurellement important dans la pharma, dans le healthcare au sens large. C'est-à-dire que, pour faire simple, les big pharma achètent l'innovation auprès des sociétés de plus petite taille et elles alimentent ainsi leur pipeline. C'est un phénomène naturel, mais cyclique lui aussi. Ouais. Or, on voit que depuis quelques mois, on a un regain d'intérêt pour le M&A vers justement ces types de sociétés. Là, il y a déjà eu des opérations tangibles. Là, il y a déjà... Oui, effectivement. Alors, peut-être deux remarques. La première, c'est on peut identifier des domaines dans lesquels le M&A est actuellement plus actif. Sans rentrer trop dans les détails techniques, on va dire qu'on peut par exemple mentionner un domaine qui s'appelle les radiopharmaceutiques, qui sont des médicaments qui combinent, on va dire, de la thérapie classique anti-cancer, sur laquelle... C'est la grande famille de l'oncologie. Enfin, on est dans le domaine de l'oncologie. On est dans le domaine de l'oncologie, sur des médicaments qui combinent, on va dire, un effet chimiothérapie avec un effet, on va dire, induit par des molécules qui génèrent de la radioactivité et qui tuent davantage et mieux les cellules tumorales. Dans ce domaine-là, au cours des peut-être 6-9 derniers mois, on a vu une vague d'investissement massive avec quasiment 10 milliards de dollars dépensés. Des acteurs des deux côtés de l'Atlantique, Bristol Myers Squibb, Lilly, et en Europe, Novartis, AstraZeneca. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais. Et la deuxième remarque, c'est qu'on peut aussi faire une différence en fonction des acteurs qui sont plus ou moins actifs. AstraZeneca, que je viens de mentionner, est l'un d'entre eux. Au cours des 6 derniers mois, ils ont dû dépenser pas loin de 5 milliards en M&A. En M&A biotech. Avec effectivement une propension vers les radiopharmaceutiques, mais aussi les maladies rares. Et ça interpelle parce qu'effectivement, c'est à mettre dans le contexte de la grande annonce de Pascal Soriot, CEO d'AstraZeneca. Cette semaine. Exactement. CEO historique d'AstraZeneca, ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant, j'imagine qu'il y est. C'est ça, CEO historique d'AstraZeneca qui a fait de ce groupe un vrai groupe de pharma de croissance, ce qui n'est pas le cas de certains autres comparables, on va dire. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'AstraZeneca, au moment où Pascal Soriot arrive, il y a un peu plus de 10 ans, c'est à l'époque un groupe qui mixe de la médecine générale, de la médecine de spécialité, mais on va dire sans avoir vraiment de focalisation. Et là maintenant, aujourd'hui, c'est un des leaders de l'oncologie et des maladies auto-immunes et des maladies rares, c'est-à-dire des domaines thérapeutiques qui sont vraiment à haute valeur. Et quel est le message qu'il a envoyé alors là ? Un gros pavé dans la mare. 80 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, alors qu'aujourd'hui, la société en génère à peu près 45-46. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Comment il va y arriver ? Bien évidemment, en faisant croître ses produits, mais... Il y a une part M&A forcément. Donc ça, c'est pareil, c'est un signal envoyé, non pas au marché, mais vraiment à l'industrie. Comment le marché, là, sur les opérations que vous avez pu suivre, pour une dizaine de milliards, vous disiez, de part et d'autre de l'Atlantique, comment le marché réagit aux opérations ? Qu'est-ce qu'on peut dire du prix payé ? Est-ce qu'il faut se battre ? Est-ce que forcément il y a de la concurrence et donc, j'allais dire, le prix passe parfois un peu au second plan ? D'autant que les grandes pharmas ont quand même toujours un peu les poches profondes, j'imagine, Vincent. Et comment le marché réagit à ces acquisitions et ces stratégies de M&A, ce retour en tout cas des premières M&A dans le Alors je dirais que le marché réagit bien. Ça, c'est un élément important. D'ailleurs, on le voit dans la performance depuis maintenant quelques mois. On voit les indices biotech, et je fais la différence avec les indices Big Pharma, se sont stabilisés. Donc, ça baisse plus. Ça ne baisse plus. Donc ça, c'est déjà un premier signal. Après, effectivement, les valorisations restent un vaste sujet. Mais l'innovation n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, effectivement, si on veut se positionner dans ces grands domaines, l'oncologie, l'obésité, on est obligé de casser la tirelire. Ça, c'est sûr. Et donc, ce qui veut dire que pour des laboratoires biotech européens, on a vraiment une belle perspective. Je donne un exemple. De nouveau AstraZeneca, Amolyt, société française, transaction qui date maintenant d'il y a un peu plus d'un mois, à un peu plus d'1 milliard de dollars.
on a là un bel exemple d'une success story, d'une société qui a réussi effectivement à avancer, se développer, attirer les plus gros, probablement aussi bénéficier d'un process un peu compétitif et effectivement une transaction qui se réalise et qui montre qu'effectivement on peut créer de la valeur en biotech en Europe, c'est clair. Et le marché paye. Je veux dire, ça n'entrave pas le cours de bourse d'AstraZeneca en l'occurrence. Ça, c'est effectivement une question importante. Traditionnellement, le cours de bourse de l'acheteur baisse. Et là, effectivement, ça pose toujours la question de la discipline financière parfois. Exactement. Mais là, effectivement, ce n'est pas le cas. Et donc, on voit que dans cette succession de transactions qu'on pourrait appeler un collier de perles, finalement, le marché le voit positivement et même ça rassure. Donc ça joue positivement. C'est bien. Et les introductions en bourse dont vous parliez au début, c'est la fenêtre de tir, c'est maintenant, enfin c'est le S2 2024, il n'y a pas de raison. Si ces dossiers doivent voir le jour en bourse, c'est là dans les prochains mois ou... Oui, tout à fait. C'est dans les prochains mois. Alors, y aura-t-il ou pas un effet des élections américaines ? C'est pas sûr. En tout cas, je sais que certains fonds d'investissement, certaines sociétés vont vouloir essayer de passer avant. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, mais il y a une séquence. 6 juin, baisse de taux de la Banque Centrale Européenne. 5 novembre, élection américaine. Voilà, ça laisse, on a une belle fenêtre. Ça laisse quelques mois, effectivement, entre ces deux événements. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'être venu nous raconter ces histoires. Le retour des opérations sur capital, IPO, M&A dans le secteur de la santé, autour de l'innovation, vous l'aurez bien compris. Vincent Meunier, Managing Director Healthcare chez Bryan Garnier, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.